Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On commence tout de suite avec l'analyse sur le Bitcoin. Donc on est en format journalier. On voit qu'on est sorti à la baisse du pattern ici, accélération baissière. Et depuis quelques jours maintenant, on stagne un peu dans cette zone, autour des 8000-8300. Alors ce qu'il y a comme support dans cette zone, déjà il y a la moyenne mobile 200 ici. Donc moyenne mobile 200 journalière, hein, c'est une moyenne mobile très regardée par le marché qui est suivie. Donc on l'a légèrement franchi à la baisse, là on est revenu se coller dessous. Les moyennes mobiles ça agit souvent comme des aimants. En tout cas les grosses moyennes mobiles 100 à 200, les cours souvent les testent et hésitent autour. Donc là c'est ce qui arrive, on est dessous, on va peut-être repasser un peu au-dessus, un peu en dessous. Dans tous les cas c'est une zone de support. Dans les autres éléments de support, on a un ABCD. Donc en violet, je vais peut-être remontrer la figure d'un ABCD, du pattern harmonique. Donc c'est une vague de hausse, une vague de baisse, une vague de hausse, et pareil dans l'autre sens à la baisse. Et là on est sur le segment où CD égale la taille de AB. Donc c'est pour ça qu'on a le 100% ici qui est mesuré. Et vous voyez comme ça a parfaitement bloqué la baisse pour l'instant. On a fait quelques mèches en dessous, mais on voit que les clôtures de bougies sont toujours au-dessus du niveau de l'ABCD acheteur. Parce que c'est un pattern acheteur dans ce sens. Donc peut-être que ça pourrait générer un mouvement de hausse, peut-être revenir faire un pullback sous la figure. Alors soit on la voit comme ça, soit on la voit à l'horizontale, sachant qu'on a l'ancien sommet ici également. Donc en fait c'est la zone des 9150 à peu près, qu'on pourrait viser en cas de pullback. Donc on va affiner ça un peu après, hein. Là c'est juste les plans larges on va dire. On a également un niveau de support intéressant plus bas qui serait dans la zone des 7500, 7450. C'est à la fois un niveau horizontal de support et c'est en plus un autre ABCD qu'on a comme ceci sur l'écran. Donc on a le 100% ici pour dire que le segment AB égale la taille du segment CD. Donc quand on a un ABCD acheteur plus un niveau horizontal de support, ça fait un double support. Donc ça pourrait être une zone de support si les cours baissent encore. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que les cours veuillent rebaisser tout de suite. Si on regarde un peu du côté des indicateurs, on a un RSI qui est en zone de survente, là qui est en train de tenter de revenir dans la zone neutre. Donc la zone neutre, c'est la zone qui est au-dessus de 30 avec le RSI. Et d'un point de vue purement théorique de la façon dont on sert de l'indicateur, ou tout du moins comment le créateur de l'indicateur recommandait, il disait quand on est en zone de survente, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter, il faut attendre. Et quand les cours par contre sortent de la zone de survente et repassent en zone neutre, c'était là pour lui qu'on avait les signaux d'achat. Donc là peut-être qu'il y aura un signal d'achat sur le Bitcoin, il faudra voir la clôture de la bougie, est-ce qu'on a réintégré la zone neutre ou pas. Dans tous les cas, ça reste que la façon purement théorique, hein. On va quand même affiner ça. On va passer en graphique 4 heures. En 4 heures, ce qu'on peut voir c'est qu'on a fait on va enlever ça pour la clarté. On a fait ici un point bas, à ce niveau-là. Hop, et on a fait le même point bas ici. Donc ça, on pourrait l'assimiler à une figure en double bottom. Donc tendance baissière, un point bas, on remonte, on refait un point bas au même niveau. Et ce qui valide le double bottom, donc c'est une figure acheteuse, c'est si on casse la ligne de coup ici. Donc si on redépasse le point haut qu'on a fait là. Là, je vais zoomer un peu. Alors on va affiner un peu ça. Donc là on a bien deux points bas au même niveau. Donc ça valide plutôt assez bien le double bottom. Et on a la ligne de coup de ce double bottom qui est ici. Donc à partir de là, c'est le point haut qu'on a fait. Ensuite, hop. Donc là, point bas, on remonte. Nouveau point bas au même niveau. Là on remonte et on est en train de casser en fait la ligne de coup. Donc si je remets l'image, la ligne de coup c'est le point haut qu'on a là, on l'a cassé. Après il y a souvent un throwback avant que ça reparte à la hausse. Et l'objectif d'un double bottom, c'est la taille des deux points bas ici par rapport au point haut ici qu'on reporte à la cassure. Donc en théorie ça pourrait nous ramener, si on joue la figure, à quasiment 8950 pour arrondir. Donc ça peut être l'objectif de la hausse. Par contre, est-ce que le pattern est valide? Alors on va regarder un peu le volume. Alors d'un point de vue purement géométrique, le pattern a l'air valide pour l'instant. Là on l'a cassé, mais la cassure est quand même assez timide je trouve.
il n'y a pas eu d'impulsion haussière ensuite, et on n'a pas non plus un pic de volume. Pour valider les patterns, souvent c'est bien d'avoir un pic de volume sur le breakout. Là, c'est pas le cas. Donc j'ai peur que ce soit un piège. Ça me paraît un peu timide. Pas de pic de volume, pas vraiment d'impulsion haussière. Donc là, on pourrait se dire, ben, on l'a cassé et maintenant on fait le throwback, comme le veut la théorie. Mais en général, on monte un peu plus avant d'aller faire le throwback. Donc c'est pour ça que là, je reste prudent. Parce qu'en plus, on voit que ici, on a quand même une zone de congestion de bougie. Donc c'est également une zone de résistance. Et là, vous voyez, on n'arrive pas vraiment à s'en extraire. Donc c'est pour ça que je reste plutôt prudent. Pour l'instant, je ne suis pas passé acheteur. On va voir ce qu'on peut guetter. Pour passer acheteur, moi, ce que je voudrais, c'est avoir vraiment un bon ratio rendement-risque. Pour que mon trade soit invalidé rapidement et que ça ne me coûte pas cher. Ou alors que j'ai raison, que ça parte dans le bon sens. Donc dans cette optique, si on veut vraiment travailler son entrée, on peut faire plusieurs scénarios. Le premier, je vais repasser rapidement en format journalier, c'est de se dire que l'ABCD, que j'avais tracé comme ça, donc qui est ici, hein, n'oubliez pas qu'on a l'ABCD acheteur ici, se dire, bah, si on reteste le niveau de l'ABCD, tenter un achat. Un achat sur le niveau de l'ABCD, donc c'est à 7961, avec un stop sous les mèches. Ça fait un stop, vous voyez, à moins de 5%. Et ce qu'on joue, c'est un retour dans la zone de résistance ici, à 9200 quasiment. Ça fait un bon ratio rendement-risque, hein, 3,38. Donc là, c'est le plan où on aurait le meilleur prix si on reteste la BCD. On va repasser en 4 heures. En 4 heures, on a également d'autres choix possibles. Et enfin, le dernier scénario possible. Donc là, vous voyez, si je montre plusieurs scénarios, c'est parce que on n'est pas devin, on ne sait pas où ça va rebondir. Donc il faut vraiment envisager toutes les éventualités. Et dans tous les cas, pour chaque éventualité, il vous faut le plan qui va avec un bon ratio rendement-risque. Le fait de faire votre plan mentalement comme ça, avant que les cours soient sur le niveau, ça vous permet aussi de faire un plan à tête reposée, j'ai envie de dire, sans être stressé par les cours. Vous élaborez le plan à l'avance, comme ça, vous avez un plan qui est acté, et quoi qu'il arrive, vous suivez votre plan et vous n'êtes pas en panique quand les cours bougent beaucoup en vous disant est-ce que je dois acheter, est-ce que je dois vendre. Parce que quand vous voulez trader en plein mouvement, quand il y a des poussées, en général, vous n'êtes pas serein, vous n'êtes pas objectif, parce que vous avez peur de manquer la hausse, peur de manquer la baisse ou autre. Donc le mieux, c'est vraiment de faire les plans à l'avance, tant que vous êtes dans un état d'esprit totalement serein. C'est là que vous faites les meilleurs plans et les plans les plus objectifs. Donc le dernier plan, c'est si jamais, là, on a bien validé un double bottom, là, on a bien fait un throwback et qu'on n'a pas de mèche basse pour déclencher notre achat plus bas, qu'est-ce qu'on fait si les cours repartent à la hausse? Comment on se place? Pour moi, on peut se placer si on redépasse la mèche haute qu'on a fait ici. Donc c'est ici, hein, la mèche haute. Ça correspondrait à ce qu'on soit au-dessus de la zone de congestion ici qu'on a, au-dessus de la mèche haute. Et tant pis, on n'aura pas eu le meilleur prix possible sur la petite correction baissière si ça n'a pas baissé assez, mais au moins on se place dans le mouvement de hausse pour jouer la reprise haussière après le throwback. En plus, ce qu'on peut faire, c'est travailler ça avec un ABCD. Donc vague de hausse ici, vague de baisse. On a l'ABCD avec les trois variantes, hein, la 100, 127, 161, 8, comme on a ici. Et on voit que ça a plutôt pas mal réagi sur le niveau. Le niveau 100 ici, au premier test, ça a bloqué la hausse. On a fait une petite mèche, ça a baissé un peu. On l'a finalement cassé à la hausse. Et rappelez-vous, je vous répète toujours que sur un ABCD, quand une des variantes est invalidée et qu'on l'a dépassée, souvent, on va tester la variante suivante. Donc là, deuxième test, on redépasse le niveau 1, on va tester le niveau 127. Et vous voyez, c'est le niveau 127 qui a bloqué la mèche. On a rebaissé sur le niveau 1. Donc là, ce que je me dis, c'est que si jamais on redépasse le niveau 127, ça correspond à un dépassement des points hauts ici, au dépassement de la zone de congestion ici. Donc, en plus du graphique, enfin du chart en lui-même, où on dépasse des points hauts, on aurait également dépassé la deuxième version de l'ABCD. Ça voudrait dire qu'il y a des bonnes chances qu'on aille au moins jusqu'au 161,8. Donc, c'est pour ça que acheter là, si on dépasse le point haut, pour moi, ça peut être un bon plan, si on n'a pas réussi à se placer sur la correction, pour jouer la possible accélération haussière. Avec toujours l'objectif des 9150 si on joue la hausse. Donc voilà, là, ça reste un plan quand même court terme. Hein, ça. La tendance de fond est baissière. Même si ça monte jusqu'à là, il y a des chances que par la suite, ça reparte à la baisse. C'est simplement un pullback.
Donc là, à court terme, voilà les plans. Achat pour essayer de jouer le double bottom s'il marche. Donc soit achat sur correction comme on a vu plus bas, soit achat si on accélère à la hausse et qu'on dépasse le dernier point haut, donc à 8535. On va regarder l'Ether en dollars. Alors en format hebdo, on est sur le bas de l'oblique en bleu ici. On l'a légèrement cassé en clôture hebdo la semaine dernière, mais c'était un peu léger. Là, on est en train de revenir dessous. Donc pour l'instant, c'est pas clair. On peut pas vraiment estimer qu'on l'a cassé à la baisse parce que c'est trop léger. Et en plus, on est en train de remonter. À noter également qu'avec l'Ichimoku, on n'a pas encore testé le bas du Kumo, qui est vers les 150. Donc si on le teste, c'est un support. Alors la situation est vraiment pas très claire en format hebdo, hein. On est vraiment en train de tester l'oblique. Est-ce que ça va tenir ou pas? On peut pas le prévoir à l'avance. Sachant que la bougie la semaine dernière, c'est quand même une bougie avalante baissière. Donc qui a avalé totalement 3 bougies même précédentes. Donc avec les avalements haussiers ou baissiers, donc c'est une bougie qui avale tout le corps de la bougie précédente. Et on estime que l'effet d'avalement est renforcé si ça avale plus qu'une bougie. Donc là, ça a avalé cette bougie et celle-ci également. Donc pour les avalements, on ne prend pas en compte les mèches, on prend que le corps de la bougie. Donc on voit que le corps de cette bougie a vraiment avalé 3 bougies des 3 semaines précédentes. Et donc un avalement baissier, c'est un signal en général de poursuite de baisse par la suite. Mais voilà, encore une fois, c'est ce que dit le pattern en chandelier japonais, mais on n'a pas pour l'instant de validation technique, on n'a pas vraiment cassé des gros niveaux. Donc c'est pour ça que c'est à prendre quand même avec des pincettes, c'est pas parce qu'on a un avalement baissier qu'il faut forcément vendre sans analyser plus loin. On va passer pour ça en format journalier. En format journalier, on a alors plusieurs choses à voir. On a ce canal parallèle en orange, tracé à partir du point haut ici et ici. Et j'ai simplement reporté l'oblique ici à ce point bas. Et on voit que ça canalise donc le point bas ici, ça canalise ici et là, et ça canalise ici. Donc on peut se dire que le canal parallèle est quand même pris en compte par le marché. 2 points hauts, 3 ou 4 points bas. Donc c'est que le canal est plutôt pas mal. Et en plus on voit que la médiane en pointillé ici a bien canalisé la hausse ou la baisse selon le sens avec des réactions. Donc le canal est plaisant. Alors maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on est sous l'oblique en bleu, qu'on a vu avant en hebdo. Donc ce qu'on peut se dire, soit on l'a cassé à la baisse ici, avec breakout baissier, et maintenant on fait simplement un pullback sous l'oblique en bleu avant que ça reparte à la baisse. Donc ça peut être un des scénarios. Breakout baissier, pullback, ça repart à la baisse. Et donc ça accréditerait le scénario de la valente baissière qu'on a vu en hebdo avant. Et en plus, là on est sous un gros niveau de résistance, on est sous l'oblique, donc le pullback, et on est également sous le nuage d'Ichimoku, donc sous le Kumo. Donc le Kumo, c'est une résistance. Donc il y a quand même des chances que les cours repartent à la baisse bientôt. Si on regarde par rapport au canal orange, on voit qu'on est, j'ai enlevé Ichimoku pour la lecture, on voit qu'on est proche de la médiane. Donc la médiane, comme ici, ou comme là, c'est une résistance ou un support. Donc dans ce sens, c'est une résistance. Donc là, il y a quand même une forte zone de résistance qui va être dure à passer. Donc je pense qu'il y a des chances que ça baisse. Par contre, il ne faut pas exclure non plus qu'on pourrait très bien remonter, tester le haut du canal. C'est un canal parallèle, on zigzague à l'intérieur, donc c'est possible, même si on sait que là, il y a quand même un gros niveau de résistance. Donc même si on casse cette résistance, c'est dur de vouloir passer acheteur parce qu'on est toujours dans un canal parallèle baissier, on a le haut du canal qui sera au-dessus, donc il n'y a pas des perspectives à la hausse énormes pour l'instant. J'ai remis Ichimoku, toujours pour parler des plans acheteurs qui sont difficiles en ce moment. Si on arrivait à casser à la hausse cette résistance, donc le Kumo, l'oblique en bleu, la médiane du canal parallèle, donc on voit déjà que c'est un gros morceau à passer, même si on arrive à le passer à la hausse, donc il faudrait qu'on dépasse les 190 à peu près, juste au-dessus, sur les 200, on a quand même une autre belle résistance, c'est le plat du Kumo ici, plus le niveau des 200 à l'horizontale, qui est un niveau de résistance assez fort, en plus d'être un nombre rond, et les nombres ronds, psychologiquement, ça a plus d'impact en général que les autres. Donc ça veut dire que même si on cassait les 190 avec cette première zone de résistance, on aurait 10 points au-dessus une autre zone de résistance. Donc on aurait du mal à vouloir aller chercher le haut du canal, même si on cassait cette première résistance, parce qu'on aurait une autre résistance juste au-dessus. Donc c'est pour ça que pour l'instant les plans acheteurs, j'ai du mal à en trouver des bons, en tout cas avec un bon rendement risque, ou avec beaucoup de conviction,
pour l'instant, j'arrive pas vraiment à en trouver. Le plan, d'un point de vue purement graphique ici, on va réenlever Ishimoku, il faudrait qu'on sorte de ce canal baissier parallèle à la hausse. Donc il faudrait qu'on dépasse, qu'on arrive à les 225-230 pour voir un signal. Donc là, on voit que c'est pas le cas, et chercher des achats, pour l'instant, c'est vraiment de la contre-tendance, hein. On est dans un canal baissier parallèle, ça montre bien que la tendance est baissière. On a eu des grosses bougies baissières avec du volume avant, donc si on cherche vraiment des achats, c'est vraiment être contre-tendance. Donc soit on cherche un achat, soit un support. Peut-être si on reteste les 160, ça peut être intéressant. Parce que même si la tendance est baissière, ben, on a les 160 qui sont un support à la fois horizontal et à la fois les anciens points bas qu'on a ici. Alors, il faut voir ça un peu comme une zone, hein. Point bas, point bas, point bas avec des mèches basses. C'est la zone des 160. Et on serait sur le bas du canal en orange. Donc si on reteste, pourquoi pas. Et surtout avec un plan comme ça, bah, ce qu'on vise, c'est un retour en haut du canal pour les traders court terme ou moyen terme. Et à terme, si vous pensez que l'Ether va monter, ben, vous tentez de tenir la position. Si ça doit repartir à la hausse dans le canal en bleu, dans le biseau d'élargissement en bleu, bah, si vous avez acheté à 160, vous avez un super prix. Et si ça ne marche pas, si ça touche les 160 et que ça continue à baisser, bah, ça voudra dire qu'on aura cassé le canal orange à la baisse. Donc déjà, c'est un gros signal baissier. Et ça voudra dire aussi que on a vraiment cassé cette oblique en bleu à la baisse. Parce que là, autant là on peut dire, bon, c'est peut-être une petite mèche basse suite au mouvement du Bitcoin par corrélation. Mais là, si on redépasse les 160 à la baisse, bah, on sera tellement loin de l'oblique en bleu qu'on pourra vraiment dire pour le coup qu'on l'a cassé à la baisse. Et donc, ça sera un gros signal baissier. Donc en fait, c'est un peu le dernier niveau pour les acheteurs pour tenter d'acheter sur un support à 160. Si on le casse, ça va vraiment plus bas. C'est pour ça que le plan d'acheter à 160, c'est le retest avec un stop un peu sous le canal, hein. Pour moi, c'est un plan qui peut se tenter. Ça fait un bon ratio rendement-risque si on vise le haut du canal. Et si jamais on en sort à la hausse, bah là, ça fait des très bonnes perspectives. Mais voilà, pour l'instant, à court terme, la tendance est baissière. Donc, j'ai pas envie d'acheter sur ce petit rebond. Surtout qu'en format 4 heures, ce qu'on peut voir si on zoome un peu au bout, c'est qu'on a une peut-être, hein, à voir si elle va être validée ou pas, un début de vague de Wolf. Donc là, on a une oblique comme ça et avec les points bas comme ça. Donc, c'est un pattern en 5 points, hein. On va juste les tracer. Hop. Et donc, c'est une vague de Wolf baissière, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous remontrer un graphe théorique. Donc là, c'est une vague dans l'autre sens, mais c'est pareil. C'est une espèce de biseau final en 5 points. Le 5e point, souvent, c'est une fausse cassure du biseau. Donc on a l'impression que c'est un signal baissier. Et en fait, on a un fort mouvement dans l'autre sens après. Et l'objectif de ce fort mouvement de contresens, c'est tracer une ligne entre le point 1 et 4. Donc là, si je reprends l'Ether, on a nos 5 points. Là, on a bien un dépassement au point 5. Donc, soit c'est un breakout et ça va partir à la hausse, soit c'est une vague de Wolf et dans ce cas-là, c'est une fausse cassure. Et si c'est une fausse cassure, eh ben, les cours vont rebaisser et ce qu'on peut viser, c'est le niveau 1,4. Donc 1 à 4, je trace une oblique. Bah, ça, c'est l'objectif de la baisse. Et donc, vous voyez, ça pourrait nous ramener vers les 160, la zone dont je parlais avant, qui est une zone sympa pour tenter un achat. Donc, pour l'instant, la vague de Wolf n'est pas encore validée, hein. On voit le fameux dépassement, mais ça peut très bien ne pas être une vague de Wolf, être simplement un biseau avec une sortie haussière. Alors, c'est pas un vrai biseau dans le sens d'un biseau, le pattern, parce qu'un biseau, normalement, il devrait être dans l'autre sens, orienté vers le bas, et on en sortirait à la hausse. Mais c'est quand même une ligne, la ligne 1,3 de résistance qu'on a cassée. Donc, pour moi, le signal qui pourrait activer la vague de Wolf, ou en tout cas nous dire que c'est une vague de Wolf et pas simplement une sortie haussière d'un espèce de biseau, ça serait si on réintégrait l'intérieur du biseau. Là, si on le réintègre à l'intérieur, en clôture, là on est en 4 heures, donc on clôture 4 heures, ça pourrait valider la vague de Wolf. Voilà. Donc, et si ça arrive, ça voudrait dire qu'on aurait plutôt un biais baissier à court terme, ça devrait continuer à baisser. Donc c'est aussi pour ça que je ne cherche pas d'achat spécialement pour l'instant. À guetter, par contre, si on ne réintègre pas le biseau, bah, peut-être que c'est une vraie sortie haussière, et dans ce cas-là, ça annoncerait une poursuite de la hausse, mais comme on a vu avant, on est dans une zone de résistance, donc c'est difficile de vouloir acheter alors qu'on est collé dessous, et dans tous les cas, on a une résistance à 200 au-dessus, donc acheter si ça rebondit un peu vers 185, 190, alors qu'il y a une résistance à 200, bah, je trouve pas ça intéressant comme plan. Alors sur le BNB en USDT, il y a eu une belle phase de baisse.
Le Fibo 61.8 m'intéressait pour chercher des achats parce qu'il était cumulé à l'ancien point haut ici. Mais là, j'ai l'impression qu'il est vraiment cassé à la baisse hein, suite à la forte chute du Bitcoin. Donc maintenant, on est entre deux Fibos importants. Donc le Fibo 61.8 et le 78.6 plus bas. Donc on est un peu au milieu, c'est pas hyper pratique pour trouver des niveaux. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est rajouter quand même Ishimoku. Avec Ishimoku, c'est intéressant en hebdo parce qu'on voit qu'on n'est pas très loin du Kumo, ici. Donc le Kumo, c'est un élément de support assez fort, surtout un Kumo qui est en format hebdo. Par contre, attention, le Kumo est quand même très peu épais. L'épaisseur du Kumo, ça joue sur son effet de résistance ou de support. Donc là, un Kumo pas épais du tout, ça fait quand même support, hein, en théorie, mais c'est pas un support hyper fiable. Si on l'avait touché ici, là c'était fiable. Là, c'est un petit support, donc on va le prendre en compte, mais attention, ça reste un support assez faible. Par contre, si on le touche, bah, ça peut être le moment de tenter un achat, un petit achat avec un stop un peu en dessous. Parce qu'en plus, ce qu'on voit, c'est que là, on a un plat de SSB. Là, on a également un petit plat. Là, on a un plat de Kijun. Donc en fait, vous voyez, c'est sur le même niveau. Plat ici, petit plat ici, plat ici. Et donc le fait qu'on retrouve plusieurs plats de Kijun ou du Kumo, de SSB, au même niveau, ça montre que c'est un niveau quand même assez pris en compte par le marché. D'ailleurs, on voit que c'est le niveau qui a bloqué la baisse ici, suite à la forte baisse. Donc le niveau des 14,70 est intéressant. Idéalement, j'aimerais vraiment qu'on le teste, enfin qu'on le reteste du coup, mais en testant à la fois le Kumo. Là, si ça fait rebondir un peu alors qu'on n'est pas encore sur le Kumo, bah, si dans les prochaines semaines on le reteste, mais qu'en plus on a le Kumo ici en support, bah pour moi c'est un bon niveau de résistance pour tenter d'acheter. C'est tout ce qu'on peut dire, je pense, en hebdo. Il n'y a pas énormément d'autres choses à voir. On va passer en format journalier pour affiner un autre scénario. Alors, en format journalier, on a un espèce de bison rouge comme ça. Et là, on voit qu'on l'a cassé à la baisse. Donc, encore une fois, comme on a vu pour l'Ether, on peut assimiler ça à une vague de Wolf avec une fausse cassure au point 5. Encore une fois, attention, ça reste qu'un scénario potentiel, hein. Il peut y avoir une vague de Wolf, comme ça peut être simplement une sortie baissière de cette espèce de biseau. Donc comment on fait pour savoir et pour le trader concrètement? Vu qu'on ne sait pas si ça va être une vague de Wolf ou pas, le plus prudent pour moi c'est d'attendre de voir. Si c'est une vague de Wolf, ça veut dire que les cours vont devoir repénétrer à l'intérieur du biseau et que l'objectif à terme, donc là on parle plutôt à long terme, hein, l'oblique 1,4, ça pourrait nous ramener relativement haut, hein, vers les 36, 35, 36. Donc c'est pas la peine de se presser de vouloir acheter, avoir le meilleur prix possible. Quand on a un objectif assez haut, autant avoir une confirmation avant de tenter. Et donc pour moi, le plan intéressant, ça serait si on réintègre donc le biseau, on pourrait y tenter un achat. En se disant que peut-être c'est une vague de Wolf. Si on réintègre, ça veut dire qu'il y a quand même une probabilité que la vague fonctionne, que les acheteurs soient revenus sur le marché. Et pour se placer, on peut peut-être regarder ici à court terme. Sur les derniers jours, on voit un espèce de range. Comme ça, on peut peut-être regarder en 8 heures, on va un peu mieux le voir, voilà. On voit simplement une zone de congestion, avec des mèches hautes et des mèches basses, hein, mais toutes les bougies au même niveau ici. Donc on peut se dire que si on sort de ce range à la hausse, déjà d'un point de vue de l'analyse technique, une sortie de range par le haut, ça annonce plutôt qu'on va continuer à monter. Et si on sort de ce range à la hausse, ça voudra également dire qu'on a réintégré le bison en rouge, ici. Donc ça peut faire un espèce de double signal, à la fois valider, ou en tout cas corroborer le scénario de la vague de Wolf, et en plus jouer simplement la sortie du range. Hein. Si on sort du range à la hausse, l'objectif théorique du range, c'est la taille du range qu'on reporte à la cassure, ça nous ramènerait déjà à 18,50. Donc si on achète la cassure de range, donc attendez au moins la clôture de la bougie hein, pour tenter un achat, sinon vous allez acheter une mèche comme ici. Mais si ça se produit, voilà, ça fait un scénario à court terme acheté pour jouer l'objectif du range, et un scénario à long terme en espérant que le BNB reparte vraiment à la hausse, et les objectifs à la hausse, c'est le haut du biseau, et si on le casse à la hausse, là vous visez vraiment l'objectif de la vague de Wolf, hein, qui est très ambitieux. Hein. Ça, on est d'accord que c'est ambitieux, mais si un actif peut exploser à la hausse, à mon avis, c'est bien le BNB. Hein. Quand on voit la phase de hausse qu'il y a eu ici, on se dit que s'il y a une nouvelle phase de hausse qui démarre, on peut viser des objectifs vraiment très hauts.
Donc voilà, pour l'instant neutre, tant qu'on reste sous le biseau, parce que tant qu'on est sous le biseau, ben, c'est baissier, c'est un breakout baissier, donc il n'y a pas vraiment de raison d'acheter. Pour acheter, il faut vraiment qu'on ressorte du range à la hausse et qu'on réintègre le biseau. Donc voilà pour le plan, et si on achète, un stop soit sous les plus bas, soit un stop à l'intérieur du range, pas trop proche du bord, au cas où on fasse un throwback. On va regarder l'Ethereum classique face au dollar, parce que la config est intéressante. Alors d'un point de vue purement technique, c'est très baissier. On est sorti à la baisse de ce canal ici, cassure baissière. On a cassé en plus le niveau horizontal qui était un gros niveau de support, avec beaucoup de points de contact dans les deux sens. Donc breakout baissier. Alors le breakout s'est fait suite à la chute du Bitcoin, il a simplement suivi le mouvement baissier, donc ça a fait casser un support. Donc c'est vraiment très baissier. Par contre, malgré le fait que ça soit baissier, on a un pattern acheteur qui mérite quand même, je trouve, qu'on s'y intéresse au cas où. Donc tendance de fond baissière, mais un pattern harmonique contre-tendance qui peut donner un signal d'achat. Donc après, ça reste un plan extrêmement risqué, vu que c'est contre-tendance qu'on a tout cassé. Pourquoi on testerait un trade risqué? C'est simplement si on a des bonnes perspectives de gain. Le risque en soi, c'est pas un problème, mais il faut que pour compenser le risque que vous prenez quand vous ouvrez votre trade, vous ayez des bonnes perspectives de gain. Par exemple, si vous jouez un trade qui a un ratio rendement-risque de 10.1, donc si vous réussissez le trade, il vous rapporte 10 fois ce que vous avez risqué, même si vous réussissez 2 trades sur 10, vous êtes quand même rentable. Donc c'est vraiment ça qu'il y a à prendre en compte. C'est pour ça que quand vous avez des bons ratios rendement-risque, ça vaut le coup de tenter le trade, même s'il est risqué parce qu'il est contre-tendance. Donc là, pour en revenir vraiment à ETC, ce qu'on a, c'est un pattern en harmonique, donc un butterfly. Je vais le tracer à l'écran. On va regarder après la figure pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà à quoi ressemble la figure, un espèce de M comme ça. Si on regarde le schéma théorique, on a deux mesures principales. Le point B ici, qui doit être un retracement de XA à 78,6, et le point D, qui est une extension de X à 1,27. Sachant qu'on a une variante à 1,61,8 qui est moins courante. Le butterfly, souvent, c'est quand même 1,27, la mesure la plus prise en compte. Donc maintenant, si on repasse sur ici, on va simplement tracer un Fibo pour mesurer ça. Donc, on l'étend de X à A et on regarde les différents niveaux. On a le point B ici à 78,6, donc c'est la bonne mesure pour le point B. Et on a le point D ici à 127 qu'on voit ici. Donc encore une fois, c'est bien la bonne mesure 127. Alors on peut regarder aussi les ratios secondaires. Là, le 161,18, c'est l'extension du point B, donc de BC. On va simplement la mesurer, comme ça vous allez bien voir comment on travaille avec les harmoniques. Alors je vais faire un peu de ménage, parce que sinon on va avoir des traits dans tous les sens, ça ne va pas être lisible. Donc voilà, donc là je reprends un retracement, je l'étends de B à C. Et je rajoute les niveaux d'extension. Là, le 161,8, on va changer la couleur, on va le mettre en bleu. Vous voyez, le 161,8 tombe dans la même zone à peu près que le 127. Donc le 161,8, c'est cette mesure. Donc là, on est bien. On voit qu'on tombe vraiment dans la même zone. Et on peut mesurer en plus de tout ça, ça c'est quelque chose commun à quasiment tous les harmoniques patterns, c'est travailler avec en plus un AB égale CD. Donc l'AB égale CD, c'est le pattern qui fait ça ABCD, simplement comme ça. On va le mesurer. Donc ABCD, on a les trois niveaux 1, 1,27, 1, 161,8. Et là, on voit que la variante de l'ABCD à 1,27 tombe vraiment dans la même zone que le butterfly, ici. Vous voyez, 127. Donc là, on est vraiment dans une zone de deux patterns. À la fois le butterfly acheteur et à la fois un ABCD acheteur qu'on aurait. C'est pour ça que là, c'est une grosse zone de support. Et on voit bien que d'ailleurs, depuis qu'on l'a testé, on est collé à cette zone. Donc, est-ce que ça va rebondir et le pattern va marcher, ou est-ce qu'on va finir par casser à la baisse ce support? On ne peut pas le savoir à l'avance. Et c'est pour ça que je vous disais que là, ce qu'on va mesurer, c'est le ratio rendement-risque. Est-ce que ça vaut le coup de tenter de jouer le pattern? Est-ce que ça nous rapporterait assez s'il marchait? Donc là, si on achète pour acheter, idéalement on achète, si on reteste la zone, ça fait une semaine qu'on zigzague autour, on va essayer d'attraper une mèche basse, peut-être par ici. Et le stop, moi je le placerai peut-être sous la mèche basse qu'on a fait ici. Parce que si on redépasse cette mèche basse, c'est vraiment que le pattern n'a pas marché et que là, ce support a cédé.
Et en échange, ce qu'on peut viser, alors il y a plusieurs take profit possibles. Le premier à court terme, c'est viser un retour au point B, donc à 5,70. Ça fait quand même un ratio rendement-risque de 2,17, ce qui est pas mal. C'est un ratio de 2 pour 1 déjà, même plus. Et après, ce qu'on vise, c'est un retour au point C, puis au point A. Donc ça fait plusieurs niveaux de take profit intermédiaires possibles, hein. Ici, puis ici après au final, hein. Si jamais le pattern marchait vraiment, ça fait un ratio rendement-risque de 6,17. Donc ça marche pas toujours, hein. C'est pas à chaque fois que les cours vont se retourner et remonter jusqu'à là-haut, mais même les objectifs inférieurs donnent déjà des bons ratios rendement-risque. Donc c'est pour ça que je pense que ça vaut le coup de guetter le pattern. Donc un achat dans cette zone, hein, vers les 4,61, 4,62, ça donne un bon ratio rendement-risque. C'est ça vraiment qui nous incite à vouloir tenter le trade avec un ratio rendement-risque de 6 pour 1. Ça veut dire que si vous faites 6 trades, s'il y en a 5 qui perdent et 1 qui marche, le gagnant va vous rembourser toutes les autres pertes. Donc ça peut se tenter. Après, ça fait un stop à 11% quasiment. Donc là, c'est à vous de gérer la taille de votre position pour que si le trade ne marche pas, ça vous coûte pas trop cher.